Alors, pour commencer, David, selon vous, la nécessité d'une étape de sensibilisation et d'information pédagogique sur les données de santé est primordiale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le projet de sensibilisation qui a été mené justement avec le CHU de Rouen, le Health Data Hub, France Asso Santé et la région Normandie? Oui, donc merci de me proposer de faire un retour sur notre expérience. En fait, c'est finalement un sujet qui était pas forcément au cœur, qui est devenu central, puisque ça a été très bien expliqué par différents intervenants. Donc, un CHU qui souhaite construire son entrepôt de données de santé se doit de respecter un certain nombre de prérequis, notamment auprès de la CNIL. Et parmi ceux-ci, donc, il y a la correcte information, puisque finalement, on est sur un peu des droits fondamentaux, que ce soit le droit d'accès à ces données, le droit d'être informé de ce qu'on fait de ces données, le droit de retirer ou de modifier ces données. Et une chose est d'installer un dispositif, une autre est de le faire vivre et d'informer correctement les usagers, patients, proches. Et au final, cette démarche a abouti sur une construction commune, une co-construction avec, vous l'indiquiez dans la question, d'une part, le Health Data Hub et sa direction citoyenne, qui ont été vraiment force de proposition et qui ont fait un peu, alors je ne sais pas si c'est un bac à sable en laboratoire, mais en tout cas, on a eu vraiment des échanges privilégiés pendant au moins une année sur comment on pouvait aller plus loin que juste une information légale et réglementaire, avec aussi donc, les partenaires de la région Normandie, et vous avez à juste titre évoqué le Data Lab, qui est en fait donc, la version thématique du numérique sur la Normandie, donc pas uniquement la santé, mais bien sûr la santé est un domaine, et tout le monde sera d'accord ici, particulièrement important. Et le CHU avec ses différentes composantes, que ce soit les experts, que ce soit aussi des chercheurs. Et cette co-construction a été aussi emportée avec une école de design. Pourquoi une école de design? Parce que finalement, le fond et la forme sont souvent très liés. Et pour informer correctement, il faut aussi construire le support et pas uniquement penser au message. Et donc, grâce à eux, sous le format d'atelier, c'est-à-dire en essayant différentes versions, différentes thématiques, différentes approches, on a pu arriver, il n'y a pas forcément très longtemps, donc à des affiches qui, là, sont expérimentées dans les services de soins, des services qui sont volontaires. Alors, des services qui sont aussi bien tournés vers la néonatologie, l'imagerie, la dermatologie, pour essayer d'avoir comme ça une appréhension la plus large possible. Et moi, ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec les usagers, aussi avec les équipes soignantes, et à partir de cette expérience, de pouvoir la partager, bon, comme on fait, et de la développer non seulement en interne au CHU, mais aussi avec d'autres établissements, puisqu'on est bien dans le partage et l'information échangée. Alors, ce projet, il avait pour objectif de sensibiliser les citoyens, les usagers, mais il avait également, en second temps, un objectif également de toucher les professionnels de santé qui sont parfois moins au fait de ce sujet. Alors, quelles sont les attentes justement des professionnels de santé envers les données de santé? Alors, au final, la démarche a été très reçue avec beaucoup d'intérêt par la communauté hospitalo-universitaire, la communauté médicale du CHU, avec des échanges, alors notamment en commission médicale d'établissement à deux reprises pour évoquer cette démarche. Et on a donc eu aussi notre président de la commission médicale qui a voulu un peu sonder sa communauté. Et c'est intéressant, enfin, ce que je retire en tout cas des questions qu'il a pu poser, c'est qu'au final, alors c'est vraiment des chiffres très, on va dire, consolidés. 80% des praticiens qui ont répondu, qui sont de tout profil, de toute spécialité, considèrent que l'utilisation des données de santé va avoir et aura un impact positif dans les prises en charge qu'ils proposent et dans les parcours de soins qu'ils proposent. Et par contre, 20%, et c'est peut-être que ça pourrait être différent dans d'autres établissements, mais voilà, c'est l'exemple rouennais, 20% étaient seulement
exprimé qu'ils étaient assez à l'aise avec les notions de données de santé, d'entrepôt de données de santé, ce qui signifie qu'on a aussi, comme l'indiquait votre question, un effort et une implication d'information, d'accompagnement des professionnels. Et au final, je suis complètement en phase avec ce qu'indiquait un précédent intervenant sur le fait que l'enjeu des données de santé, c'était aussi un enjeu sur le système de santé, puisqu'on voit que le lien usager et professionnel de santé est amené à évoluer, à être repensé dans ce cadre-là aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément, en tout cas, je parle pour le CHU de Rouen et pour mon expérience, anticipé quand on a commencé à construire quelque chose qui paraît plutôt relever de la technique. Alors, merci pour ce projet. David, pourriez-vous également nous en dire plus sur les projets de sensibilisation qui sont menés notamment avec le G4, donc qui rassemble les 4 CHU de Lille, Caen, Rouen et Amiens. Vous avez justement un projet avec France Asso Santé de sensibilisation, donc je vous laisse nous en dire quelques mots. Oui, alors, oui, rapidement, quelques mots. Alors, vous l'avez rappelé, le G4, c'est une structure qui existe depuis une dizaine d'années, donc qui rassemble les 4 CHU du nord-ouest de la France. Donc, ça représente à la fois, j'ai envie de dire, un nombre potentiel de patients importants et surtout, c'est des régions avec des indicateurs de santé qui ne sont pas forcément les meilleurs de France, loin s'en faut. Et donc, on a aussi cette attente et cette implication à avoir. Alors, le G4 a, parmi ses différentes axes stratégiques de feuille de route, identifié le numérique en santé, les données en santé. Et donc, dans ce cadre-là, on a impliqué aussi vraiment dans la gouvernance, on a parlé dans les différentes tables rondes de comités scientifiques et éthiques, donc France Assos Santé. Et on a pu avoir cette chance d'avoir des interlocuteurs qui ont répondu présents et qui continuent à répondre. Et donc là, c'est effectivement un point sur lequel on pourra éventuellement revenir plus tard quand on fera un bilan, mais l'ambition est d'organiser une session d'information autour et de plus que d'information, d'échange avec les experts, qui soient data managers, qui soient scientifiques, qui soient chercheurs médicaux, puisque comme je vous l'ai indiqué, il y a des attentes, qui soient aussi usagers, patients, société civile, et que finalement cet ensemble, cette discussion sous l'égide du G4, elle rejoint, je pense, pas mal la question de la feuille de route et sur les questions de bénéfices secondaires des données de santé telles qu'ils sont pensés actuellement par nos pouvoirs publics. Merci beaucoup, David, pour cette présentation sur l'ensemble des actions qui sont menées au CHU de Rouen pour justement mieux sensibiliser à la fois les usagers et les professionnels de santé. Alors, Philippe Jean Bousquet, donc à Ninka, on a également une plateforme des données. Pouvez-vous justement nous présenter la place des usagers dans le comité scientifique et éthique de cette plateforme, mais aussi les freins éventuellement observés avec les usagers dans le domaine de la santé? Oui, effectivement. Effectivement, au niveau de l'INCa, nous avons une plateforme de données. Alors, c'est un entrepôt de données de santé avec toutes les homologations, etc. Donc, on a accès aux données du SNDS, accès aux données des registres et aux données du dépistage. Et maintenant, on vient d'avoir accès à ce qu'on appelle le dossier communicant de cancérologie, c'est-à-dire les principaux documents en cancérologie que l'on peut avoir. Donc, tout ça, on le retrouve dans une grande plateforme de données, ce qui représente énormément de personnes et énormément de données. Donc cet entrepôt, nous on l'a commencé il y a bien longtemps. On ne parlait pas encore d'entrepôt quand on a commencé, c'était 2010, donc on était juste aux notions d'études. Et on a voulu avoir une place de la part des usagers. Et donc on a constitué un comité scientifique et éthique. J'insiste sur le mot éthique parce que ce n'est pas uniquement usager, mais il y a vraiment la notion d'éthique qui était importante pour nous et c'est ce qu'on voulait pousser. Par chance, ça a correspondu à ce que le référentiel a proposé par la suite. Donc, ça dit, c'est bon, on est en norme. Et dans ce comité, côté éthique, on a essayé d'avoir des représentants d'usagers. Donc, on en a 2 sur 19 membres. On a également 2 personnes qui ont été identifiées par le comité consultatif national d'éthique. Et on a même poussé le bouchon en mettant une personne qui était un avocat. Parce que comme ça, on a dit, c'est pas du tout dans le domaine de la santé. C'est un autre côté, c'est du juridique. Mais au moins, ça permet de pouvoir discuter d'autres points. Et ce comité, on lui a donné un certain nombre de missions.
Donc, on lui a demandé d'évaluer tous les projets. Ça, c'est le truc classique qui se fait dans tous les projets. On lui a demandé également de suivre les projets. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé de s'arrêter à l'évaluation. On lui a demandé d'avoir un suivi des projets. Alors, ils ne vont pas nous dire si la méthode et le résultat statistique est le bon, etc. Mais ils vont nous dire, ils vont reprendre le projet, nous dire si les objectifs ont été atteints ou pas, nous dire quelle est l'opinion, parce qu'on sait que dans tout le projet, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Ils vont pouvoir donc, avec ce suivi, aller jusqu'à la valorisation. Est-ce que l'on a présenté les résultats du projet au grand public ou pas? On leur a demandé également au comité scientifique et éthique d'être force de proposition en nous disant, voilà, on développe une plateforme, on ne sait pas tout. Donc, dites-nous qu'est-ce qu'il faudrait que l'on développe. On leur a demandé de lire toutes nos notices d'information et on leur demande régulièrement de lire le site internet, la partie du site internet de l'INCa qui est sur ça, de nous dire comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information, est-ce que c'est clair, pas clair. Et on leur donnait un certain nombre de missions. Et c'est vrai que quand on parle des avantages et des inconvénients d'avoir des usagers dans les comités, c'est qu'à un moment donné, on nous a dit, mais on n'est pas expert. En fait, on ne voulait strictement pas d'experts. C'était déjà le premier point. C'est qu'on ne voulait pas des experts usagers. On voulait des usagers qui ne viennent pas nous expliquer quelle était la bonne méthode statistique pour répondre à un projet. On avait des gars qui étaient... Enfin, il y a des personnes qui sont là pour ça. On a des méthodologistes, on a des experts de la cancérologie, etc., du big data. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir ça. Par contre, nous, ce dont on a besoin, c'est qu'ils nous donnent un avis sur chacun des projets. On nous propose une étude. Est-ce que pour vous, cette étude vous paraît légitime ou pas? Est-ce qu'elle vous paraît d'intérêt ou pas? Et ça contrebalance le côté méthodologique. Parce qu'on peut avoir une étude qui, méthodologiquement, est extrêmement bien faite, mais l'usager peut dire, finalement, je ne vois pas trop l'intérêt de cette étude. Dans ces cas-là, il faut aller dire pourquoi on a besoin de cette étude. Inversement, on peut avoir une étude qui peut paraître banale, simple, etc., pas à la pointe de la recherche, mais pour l'usager, ça peut être super important. Expliquer qu'on va réduire le nombre de prises de médicaments, ça peut être intéressant. Voilà. Même si c'est la même efficacité, c'est de la qualité de vie, c'est des choses comme ça, et un usager peut très bien dire, ça a un sens pour nous. Donc, on a voulu ça. On a voulu également qu'ils puissent relire toutes les notices de chacune des études. Ça donne un avis assez simple. Quand on demande à un médecin ou à un professionnel de santé d'écrire une notice, elle est super bien écrite, de façon scientifique. Quand on demande à un kidam de la lire, personne ne la comprend. Donc, c'est bien d'avoir un usager qui dise « j'ai compris », qui vienne dire « voilà, vous venez de parler pendant une demi-heure d'une étude, moi j'ai lu la notice, je n'ai pas compris la même chose. Il y a peut-être des choses à adapter, à modifier, à faire. » Ou de dire « si, j'ai compris la même chose. » Donc, on a essayé de faire ça avec les usagers. Et c'est vrai que les usagers, au début, ont eu peur de ne pas être légitimes, en nous disant, mais on n'est pas des experts, encore une fois. Et c'était ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas d'experts. On voulait, au contraire, des personnes qui puissent représenter tout ça. Donc, on a dû beaucoup travailler à ce côté-là de leur expliquer que si, ils étaient légitimes et que oui, ils avaient un apport et que oui, ils pouvaient apporter beaucoup de choses. Alors, on avait de l'expérience parce je vous parle du comité scientifique et éthique, mais à l'INCa, la démocratie sanitaire, c'est quelque chose que l'on a depuis très longtemps. Et donc, on présente aussi tous nos travaux au comité de démocratie sanitaire qui va travailler sur tout un tas d'autres choses, où là, on a beaucoup plus d'usagers, où il y a 14 usagers dedans. Donc, voilà, c'est un autre comité, mais voilà. On essaye de faire ça et de vraiment donner une place aux usagers. Merci beaucoup Philippe Jean pour cette présentation. Alors, on avait pu échanger ensemble sur la différence entre l'information individuelle et l'information collective. Pouvez-vous rapidement nous développer un petit peu ce point? Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé de façon très positive avec la notion d'anthropo et la notion d'information. Pour chaque étude, il faut informer les personnes. Mais on peut les informer au départ, et ça, c'est merci à la CNIL, parce que ça, c'est vraiment des points positifs, c'est de donner une première information aux personnes pour leur dire, attention, on va constituer un entrepôt de données. Mais également expliquer qu'on va donner plein d'informations sur un site Internet. Et donc de guider les personnes vers ce site, notamment, je vous parle du site, mais ça peut être aussi de l'affichage, ça peut être d'autres éléments, mais de guider vers la personne vers l'ensemble des vecteurs de communication que l'on peut avoir. Et ne pas se limiter juste à une feuille de papier qui est distribuée de temps en temps et où on espère qu'elle soit bien distribuée, mais aller expliquer aux gens que régulièrement on informe. Donc on informe au travers de documents, qu'on informe au travers de sites Internet, que l'on informe également au travers des réseaux sociaux, d'expliquer sur les réseaux sociaux, attention, l'INCa va développer ça ou l'INCa a développé ces éléments-là. Donc, c'est toute une stratégie qui permet de permettre aux personnes de comprendre et de répondre aussi à un point extrêmement important. On passe à un moment donné dans un lieu de soins. On a une information. Mais ce passage, il est temporaire. On n'y reste pas longtemps.
C'est juste, faut espérer un épiphénomène. Alors moi, je parle de cancer, vous allez me dire qu'on peut passer beaucoup de temps à l'hôpital, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ne passent plus de temps à l'hôpital, soient guéris et que ce soit fini. Mais à ce moment-là, on va leur dire, on va utiliser vos données. Et puis ensuite, il faut les informer sur tout ce que l'on a fait. Et là, comme ils ne repassent pas dans ce lieu de soins, c'est intéressant d'avoir une information collective et de centraliser sur un même lieu toutes les études qui sont faites, de centraliser les résultats de ces études. Ça aussi, c'est un point qui est souvent oublié, c'est qu'on informe super bien les personnes pour leur dire « je vais utiliser tes données ». Attention, on va les utiliser. On leur met une petite ligne et si vous voulez les résultats, on pourra vous les donner. Puis on ne les donne jamais parce que finalement, il n'y a pas d'information, c'est fait de façon scientifique où on leur dit il y a telle article dans Nature, le New England, allez le regarder. Autant dire qu'un usager ne comprendra strictement rien à ça. Et donc, du coup, c'est comment faire pour donner les résultats. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on est parfait au niveau de l'INCA parce qu'on est en train de mettre en place tout ça et on avance progressivement, mais il y a également cette notion d'informer sur voilà, on a utilisé vos données, voilà à quoi ça a servi. Est-ce qu'on a réussi à faire l'étude ou pas? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'il y a des parties qu'on n'a pas pu faire? Si on a réussi à les faire, voilà le résultat. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à le faire? Ça peut être des questions de moyens, ça peut être des techniques, ça peut être la donnée n'était pas là, ça peut être beaucoup de raisons, mais d'expliquer tout ça. Et nous, on croit vraiment à ça. Parce qu'on pense que les données, les usagers, si on leur explique pourquoi on utilise leurs données, si on explique à la population pourquoi on utilise les données, on est d'accord de les mettre à disposition. On sait ce qu'elles deviennent, on sait comment elles sont, on sait qu'elles sont sécurisées, on a cette information. Donc, on y va. Et que si on n'est pas transparent, ben c'est l'opposé. C'est la boîte noire, j'y vais pas. Et donc, voilà, on veut vraiment pousser sur ça. Je ne dis pas qu'on est encore parfait, mais on essaie vraiment d'avancer, de mettre en place ces éléments de communication. Et c'est vrai que ce n'est pas le plus simple, mais on y arrive. Merci beaucoup, Philippe Jean. Alors, pour terminer cette table ronde, je vais laisser la parole à Arnaud Sandrin, qui va nous dire quelques mots sur l'implication des associations de patients dans les projets liés aux données de santé et en particulier dans le domaine des maladies rares. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment les associations sont impliquées et comment elles interviennent dans les comités de pilotage de la BNDMR? Merci déjà d'avoir organisé toute cette concertation et de me permettre d'intervenir sur ce sujet qui est très important. Donc nous, effectivement, les associations de patients sont présentes dans notre comité de pilotage et dans notre comité scientifique. Je voulais revenir aussi sur comment on peut profiter de la discussion avec les associations de patients, je dirais même dans des projets plus spécifiques qu'on fait. Dans les maladies rares, il y a beaucoup d'associations de patients. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup de maladies rares, il y a 6000 maladies rares à peu près. Et beaucoup de ces maladies sont concernées par une association de patients. Certaines sont très connues, hein, comme le Téléthon par exemple, d'autres beaucoup moins. Et puis, il y en a une qui les regroupe un petit peu, qui s'appelle l'Alliance Maladies Rares. Alors, pourquoi je suis un petit peu extensif là-dessus? En fait, ces associations, elles jouent un rôle très important pour l'accompagnement des patients, pour tous les sujets, et en particulier pour les données de santé. Alors déjà, parce qu'elles ont parfois leur propre base de données de santé. La FM Téléthon, par exemple, a même beaucoup de bases de données, plusieurs registres et beaucoup de bases de données qui sont utiles pour accompagner les patients qui ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont droit ou de choses comme ça. Donc, quand on fait des projets qui portent sur des pathologies pour lesquelles il y a ce type de registre, c'est toujours en discussion avec l'association, parfois pour envisager carrément un chaînage entre deux données, ou pour inclure l'association à différents moments au niveau de la rédaction du protocole. L'association peut évoquer différents aspects du parcours de soins auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui peuvent être intéressants à analyser dans nos études. Peut même proposer des choses en termes de données à utiliser dans l'étude, parfois en proposant des données auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et parfois aider également dans le repérage de patients à inclure dans l'étude, dans le fait de contribuer à l'information collective. Donc, il y a beaucoup de rôles comme ça qui sont joués par les associations de patients. Au-delà de ça, les associations jouent aussi un rôle important dans la conception des plans et des grandes initiatives stratégiques, je dirais. Vous savez qu'il y a une stratégie cancer, on a parlé du domaine de l'oncologie, il y a un plan national maladies rares, et donc les associations sont là aussi très présentes, très motrices, pour orienter en particulier l'axe data de ce plan. Et donc dire, par exemple, ce serait bien qu'un set de données dédié à la génomique vienne compléter l'entrepôt de données de santé qui est à la BNDMR. Donc c'est vraiment sur des choses très EDS, très concrètes. Voilà. Mais il y en a évidemment les associations de patients, malgré tout, à quel point elles sont représentatives de tous les patients. Et derrière ce mot représentant des usagers, on parle bien d'un représentant, n'est-ce pas? Et l'enjeu, c'est finalement les usagers
ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde avec des problématiques très différentes. Tout le monde n'a pas forcément la même appétence, la même capacité de compréhension de nos sujets. Et donc, l'enjeu, c'est voilà, d'essayer de trouver quelque chose où on se dit, bon, bah, là, on a vraiment pris en compte l'opinion générale, mais on sait que c'est pas facile. Merci beaucoup Arnaud. Alors, pourriez-vous maintenant nous présenter un petit peu votre ambition que vous avez de mettre en place un registre national d'opposition pour les données de santé? Alors concrètement, comment cela pourrait contribuer à centraliser les choses et à communiquer avec le grand public? Alors donc, plus qu'une ambition, c'est une sorte d'utopie ou une idée un peu floue. Donc, rassurez-vous, hein, ce n'est pas une idée encore concrète, mais c'est une idée que je propose. C'est que, justement, je l'ai dit, il y a des patients très moteurs, très intéressés par tout ce qu'on fait et qui peuvent s'impliquer dans des associations de patients ou autres. Donc, eux, ils ont toutes les informations, tout va bien. Ensuite, il y a beaucoup de patients qui, malgré même l'information individuelle qu'on fait, ne sont pas forcément bien au courant. Je crois qu'ici même, une fois, le président de la Fédération française des diabétiques évoquait une étude qu'ils ont fait en sortie de centre de consultation dans diabétologie, où les gens sont parfaitement informés, tout est parfaitement tracé, évidemment. Et 9 personnes sur 10 qu'ils ont interviewées à la sortie du centre n'avaient pas conscience qu'il existait un registre dans lequel tous les patients du centre étaient inclus. D'ailleurs, j'essaie de retrouver cette étude. Moi, certains en ont entendu parler, ça m'intéresse. C'est une étude intéressante. Mais en fait, et pourtant, l'information, bon, bah, ils l'ont, mais quelque part, on s'en lave les mains. Mais enfin, de facto, ils ne l'ont pas. Si on leur demande dans la rue, vous avez conscience qu'il y a une base de données, vous savez comment elle s'appelle un petit peu, bon, ça ne va pas forcément, le niveau d'information n'est pas forcément. Alors, est-ce que c'est grave? Finalement, nous, dans les remontées qu'on a des patients, il y a différentes peurs. Et à mon avis, et ça me frappe d'ailleurs dans les réunions comme celle qu'on a eue là, souvent les représentants des usagers sont, de même pour les associations de patients, sont souvent les personnes qui encouragent le plus la réutilisation des données de santé. Alors moi, ça devrait être mon rôle aussi, puisque moi je promeus l'utilisation des données, hein, mais de fait, des patients qui ont des peurs légitimes, j'en ai tous les jours, hein, et j'en fais peut-être partie, moi aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant d'entendre ça. Donc, les peurs, ça peut être quoi? Il y a les peurs sur la cybersécurité. Mais je donne juste des exemples concrets pour voir à quel point le débat est complexe. C'est que la cybersécurité, on peut se dire, là, c'est hyper légitime. Hein. CHU de Rennes attaqué il y a 2 semaines, les HCL aussi. Bon, les HCL, il n'y a pas eu de données médicales. CHU de Rennes, a priori, il y a eu des données médicales de captées. À Los Angeles, il y a des patients qui ont reçu des menaces. Il y a eu un centre en psychiatrie dont les données ont été volées et les patients ont reçu des menaces vraiment très ad hominem disant on sait que vous avez été pris en charge dans un centre de psychiatrie, on va révéler partout que vous êtes pris en charge dans un centre de psychiatrie, etc. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Au CHU de Rennes, il y a des centres de référence maladies rares. Donc, nous, des données qui remontent à terme dans la BNDMR ont peut-être été exfiltrées. Hein, c'est le terme qui est utilisé. Est-ce que la peur est légitime? Ça paraît légitime. Après, en l'occurrence, les données qui ont été exfiltrées, c'était plutôt des données de dossiers patients informatisés. Donc, ce n'était pas des données de l'entrepôt de données de santé. Donc, finalement, le fait d'avoir ajouté une brique recherche n'a ajouté aucun risque. Et d'ailleurs, même, en fait, les données qui ont été exfiltrées, c'est celles du dossier de soins. Et là, désolé, le dossier de soins, le médecin, il a quand même besoin à chaque fois de pas vous faire pas nous faire tout répéter, et de tracer même, parce que c'est légal de tracer ce qu'il a fait, sa consultation, etc. Donc, du coup, finalement, à quel moment on considère que même d'un point de vue cybersécurité, les entrepôts ajoutent un véritable risque par rapport au fait que de toute façon, des données, il en existe. Mais moi, des cliniciens qui me disent j'hésite même à me servir du dossier patient informatisé, il y en a aussi. Hein. Donc, c'est peut-être, il y en a qui disent moi, je ne préfère pas m'en servir. Voilà. Voilà. Il y a aussi, je pense, une peur légitime sur les données qui sont aujourd'hui dans un monde à peu près démocratique dans lequel on n'est pas forcément trop problématique, qui pourrait, dans un monde potentiellement moins démocratique, qui peut arriver avec le réchauffement climatique, qui peut arriver avec les évolutions électorales, etc. Qu'est-ce qui peut se passer de ces données, en particulier les données génétiques, où on sait que plus la recherche avance, plus elles peuvent prédire des choses qui ne sont pas sans impact sur la vie courante. Il y a aussi, et c'est l'autre point, c'est qu'il y a aussi des données, une perte de repères sur finalement les données de santé. On pense aux hôpitaux, mais enfin les données de santé, moi j'aimerais aussi qu'on fasse un recensement sur quelle est la plateforme qui recueille le plus de données de santé des Français. Si j'écris sur Gmail à mon oncle pour lui dire je sors de consultation, mauvaise nouvelle, notre fils a une maladie rare, cher oncle, je vous informe. Bon, j'ai mis une donnée de santé sur Google qui est le nom du syndrome de mon fils avec son nom, son prénom. C'est chez Google, hein, Gmail, Google. Si je fais une photo sur Instagram, c'est Instagram, donc c'est Facebook. Et en fait, si on compte tout ça, les données de santé des Français sont probablement
en grande majorité hébergées sur des serveurs américains dans des outils de type Google, Gmail, etc., où elles sont d'ailleurs disponibles à des fins marketing commerciales. Vous savez que... Donc, en fait, à chaque fois, ça pose beaucoup de questions sur à quel moment, enfin, comment on se positionne par rapport à tout ça. Et donc, d'où, moi, la suggestion que j'avais à la fin, c'est de dire tout ça est tellement complexe et qu'à chaque fois qu'on réinforme sur des bases spécifiques, c'est tellement complexe d'expliquer chaque chose. Et si on essayait de créer un système, mais vraiment ça nécessite une évolution légale, hein, donc c'est pas pour demain, mais un petit peu comme on a fait dans le don d'organes. Vous savez que dans le don d'organes, nous sommes tous réputés consentants pour le don d'organes. Si vous avez parlé à personne de votre famille pour dire que vous souhaiteriez vous opposer et que vous avez, si j'ai, et je ne me le souhaite pas, un accident en rentrant chez moi, là, mes organes peuvent être privés. Parce que je n'ai pas exercé mon droit sur le registre national qui s'appelle le registre national du refus. Et ce registre national du refus, il n'est pas là juste pour qu'on mette son nom si on veut s'opposer, mais il exerce aussi un rôle de communication, un peu comme ce qu'on fait là, mais du coup probablement un peu renforcé. Et c'est très intéressant, je pense, parce que ça permet d'expliquer les enjeux. Voilà. Et si on partait sur, non pas une information individuelle pour chaque projet, qui veut dire que si je viens en oncologie à la PHP, il faut que je sois informé de l'entrepôt de données de santé, de la PHP, que mes données vont peut-être aller dans l'INCa. À tous les coups, le professeur qui s'en occupe a un registre ad hoc aussi. Puis d'ailleurs, il y a les registres européens. Et donc, en fait, on me donne 5 informations différentes parce qu'il y a 5 registres qui existent et à la fin, comment je fais le tri là-dedans. Est-ce qu'il ne faudrait pas un registre national des refus et dire, par contre, plus le choix, toutes les bases de données doivent se connecter sur ces registres des refus, doivent avoir un outil interopérable qui leur permet de savoir qui a refusé. Et là, vous avez exprimé votre refus, c'est simple, pas de données, on ne traite pas. Merci beaucoup Arnaud. Alors merci à tous les trois pour vos interventions. Je vous propose de prendre quelques questions. On en a une dans le chat notamment, peut-être pour vous Arnaud ou David. Est-ce que les CHU seraient ouverts à l'idée d'ouvrir l'accès à leurs entrepôts de données de santé à d'autres acteurs du domaine de la santé, exemple des startups? Je vais faire la réponse très réglementaire, surtout qu'il y a un représentant de la CNIL présent. Donc, tout à fait. Mais j'ai été très bien accompagné, justement. Non, mais et ça, plus sérieusement, ça rejoint une question qui a fait un peu le fil rouge de toutes les interventions, c'est qu'on n'est pas propriétaire des données en tant qu'établissement de santé, CHU, APHP, c'est les patients. Donc, ça rejoint un petit peu l'intervention immédiatement. Donc, la réponse, elle est qu'on peut partager des outils, mais on ne peut pas partager le contenu, donc les données. Je vais ajouter aussi que, en tout cas pour ce qui est de la Banque nationale des données maladies rares, la finalité de l'étude doit être d'intérêt public. Donc, et nous, typiquement, nous sommes ouverts à des startups, hein, et on a des projets, mais par contre, une startup qui dirait comme ça, je développe mon produit que je brevette et que je garde pour moi pour faire du commerce, ou si je veux faire un benchmark ou je ne sais pas quoi, c'est très simple, hein, c'est pas l'intérêt public, donc exit. En revanche, un laboratoire pharmaceutique, on a aussi des laboratoires pharmaceutiques aussi, dès lors que l'étude est d'intérêt public, l'intérêt public, ça suppose bien souvent aussi que le projet, même s'il peut être financé, porté par une institution, c'est aussi en lien avec des cliniciens, en lien avec des associations de patients ou des représentants d'usagers. C'est tout ça qui permet de co-construire l'intérêt public qui est nécessaire pour nous. Moi, je peux vous donner la réponse pour l'INCa. C'est oui. On ne crée pas un entrepôt de données pour garder les données chez nous. Au niveau de l'INCa, ça ne sert à rien. C'est dépenser énormément d'argent, utiliser 3% de l'entrepôt de données et s'arrêter là. On a poussé le vice jusqu'à créer une filière, une association qui s'appelle Filière Intelligence Artificielle et Cancer. Dans cette association, 51% des voix sont détenues par les industries de santé. Donc au moins comme ça, on a bien le grand méchant loup en face de nous, il n'y a pas de souci. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont une open bar sur notre plateforme. La plateforme reste à l'INCa et bien entendu, on applique la loi. Et quand on veut accéder aux données, il faut avoir un projet, un document scientifique, les autorisations, enfin un protocole, les autorisations nécessaires, etc., comme pour tout le monde. Mais par contre, c'est faciliter les accès. Les industries de santé, par exemple, elles peuvent déjà accéder aux données du SNDS, elles passent par des bureaux d'études pour y accéder. Donc, il y a déjà des éléments qui existent, donc on ne va pas aller à l'encontre de ce qui existe déjà. Et c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Si on veut donner des services aux patients, si on veut développer des nouvelles stratégies, des nouveaux traitements, c'est qui développe un traitement? C'est qui développe des nouveaux usages? C'est qui développe des nouvelles applications, etc.
l'académique le fait, mais il y a énormément de choses qui sont faites en dehors de l'académique. Donc, plutôt que de dire on ferme tout, on a dit on va afficher le fait qu'on peut, mais par contre, on va également afficher le fait que ce n'est pas de l'open bar, que ça se fait selon des règles très strictes. Et c'est aussi pour ça que nous avons décidé de dire la plateforme, elle est un cas. Les industries ne viennent pas piocher dedans. S'ils veulent faire une étude, bien entendu, en respectant les règles édictées, on peut y accéder, ils peuvent accéder à des données, etc., pour leur cadre de leur étude. Après, il y a la question des brevets, ça c'est encore une autre question. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Oui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucie Allard-Barotti, je travaille à la Ligue contre le cancer et je représente France Asso Santé au CESRES. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Monsieur Sandrin. En fait, et Monsieur Bousquet également, il est absolument évident que les industriels et tous les acteurs privés ont une légitimité à accéder à nos données de santé. La seule question, il me semble, qui est peut-être un petit peu plus complexe que ce que vous avez dit, Monsieur Sandrin, c'est la définition de l'intérêt public. Et au CESRES, on est, je l'ai déjà dit récemment dans un autre cadre, on est très souvent confronté à des gros débats, justement, sur la finalité d'intérêt public appliquée par les projets. C'est parfois très compliqué de la définir. On n'est pas d'accord sur ce qu'on entend par intérêt public. Et nous, on est 2 représentants des associations, pas vraiment représentants des usagers, c'est vraiment représentants de France Asso. On a une voix très importante dans ces débats-là parce qu'on a aussi un discours critique sur justement l'usage qui est fait de nos données, l'information qui est donnée aux usagers. Aussi, il y a quand même des projets qui peuvent être à la limite de ce qu'on peut entendre en termes d'intérêt public dans nos associations. Et pour certains projets qui sont, je la tête parce qu'on a déjà eu des discussions ensemble sur les décisions uniques notamment. Donc, c'est plus complexe que ça et je pense que l'information devrait aussi parfois être un peu plus éclairée sur les projets qui sont portés par les chercheurs, en fait, publics ou privés d'ailleurs, par le biais de ces entrepôts au sens large. Voilà. Je voulais juste dire que c'était plus compliqué que finalité publique ou privée existe quand c'est privé. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans les faits. Voilà. Merci beaucoup, Lucie, pour ces précisions. Une réaction peut-être? Non. Dans ce cas, je vous propose de passer au prochain temps. Encore un grand merci pour vos 3 interventions.